Le commerce du bois au Bas-Canada est maintenant l'activité économique la plus importante de la colonie. Mais il y a d'autres activités économiques au Bas-Canada. Alors, c'est de cela que nous allons parler, ainsi que du développement des transports au début du 19e siècle. Bienvenue à Pas d'histoire sans histoire. Mais pour commencer, on va parler du commerce de la fourrure. Le commerce de la fourrure, ça a été la principale activité économique des colonies en Amérique du Nord pendant très, très, très longtemps. Alors là, on parle de même avant le régime français, avec l'arrivée des pêcheurs des pêcheurs basques, français, anglais, dans le golfe du Saint-Laurent. Pendant tout le régime français, ça a été la principale activité économique et même au-delà. Mais rendu au début du 19e siècle, ça change. Pourquoi que ça change? Premièrement, il y a deux grandes compagnies qui se font face. La première, la compagnie de la baie d'Hudson, fondée en 1670 par Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouard des Groseilliers, fait maintenant face, qui opère en fait sur le pourtour de la baie d'Hudson, ce qu'on appelle la terre de Rupert, fait face maintenant à une compagnie, la compagnie du Nord-Ouest, qui a ses affaires à Montréal et qui a dû déplacer justement ses opérations dans l'Ouest nord-américain. Pourquoi elle a dû déplacer ses opérations? Mais rappelez-vous, avec la création des États-Unis, tout le sud des Grands Lacs et la vallée de l'Ohio était maintenant indisponible pour ce type de commerce-là. Il y a d'autres causes pour la forte baisse ou le déclin du commerce des fourrures durant cette période-là. Il y a la baisse de la demande européenne pour le feutre, pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas nécessairement m'embarquer là-dedans. Ce n'est pas la raison d'être de cette vidéo de toute façon. Les Européens ont de moins en moins, en fait, les ateliers ont de moins en moins besoin de la fourrure américaine pour fabriquer des chapeaux. Le chapeau de feutre étant de moins en moins à la mode et a été remplacé par d'autres types de chapeaux. Il y a aussi l'éloignement des territoires de traite. Avec le temps qui passe, le castor et les bêtes à fourrure se font de plus en plus rares, et particulièrement le castor dans les régions où les voyageurs et les engagés vont. Et donc, qu'est-ce que ça va faire créer comme problème? C'est que la fourrure va être de moins en moins accessible proche du marché. Montréal, la baie d'Hudson, et donc on doit s'éloigner de plus en plus vers l'ouest, ce qui va entraîner des coûts quand même assez importants pour les deux compagnies. Et particulièrement au niveau du transport, le transport s'en vient de plus en plus coûteux, et ce qui va faire en sorte que les investisseurs vont commencer, surtout des investisseurs britanniques, on s'entend, vont commencer à s'intéresser à un autre type d'activité économique. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence tout ça? La compagnie de la baie d'Hudson va abandonner totalement le port de Montréal au profit de la baie d'Hudson. Donc, automatiquement, on se retrouve avec des marchands et des sous-traitants qu'il y avait à Montréal pour le commerce des fourrures qui se retrouvent avec très peu de débouchés. On va avoir une chute des prix, vu que la demande est moins forte, on va devoir baisser le prix de la fourrure si on veut réussir à la vendre. Et entre 1791 et 1821, les exportations de fourrure au Bas-Canada vont passer de 50 à 6%. Le Bas-Canada subit un autre déclin au point de vue de ses activités économiques, et là on parle du domaine agricole. En effet, entre 1800 et 1830, le Bas-Canada connaît quand même une certaine effervescence au niveau de sa production agricole. La production agricole est certaines années quand même assez importante pour engranger d'importants surplus. Et ces surplus-là sont vendus en ville et même exportés vers la métropole. Par contre, en 1815, commencent quelques petits problèmes au sein du Bas-Canada et du Haut-Canada, ce qui va faire en sorte que la production agricole, finalement, va baisser de façon drastique certaines années,
jusqu'en 1830 où il y a une véritable crise agricole qui va éclater, qui va avoir d'importantes conséquences. Mais quelles sont les causes de cette crise agricole-là? Pourquoi il y a une baisse aussi marquée? Bien, on va connaître durant ces années-là des mauvaises conditions climatiques. Un hiver qui se prolonge, un printemps qui est tardif, des sécheresses, des pluies trop abondantes, etc. On va avoir aussi des périodes d'infestation d'insectes. Alors, des insectes qui vont s'attaquer notamment au maïs, qui vont s'attaquer notamment au blé, et donc surtout au blé. Et donc, la production agricole au Bas-Canada et au Canada va baisser de beaucoup. Il y a aussi l'épuisement des sols. Encore à cette époque-là, on avait abandonné un peu cette technique du Moyen Âge où on prenait le tiers des tiers, l'assolement triennal, on ne le pratiquait pas. Et donc, l'assolement triennal, juste pour vous réexpliquer très très rapidement qu'est-ce que c'est qu'on sépare notre terre agricole en trois, puis à chaque année, il y a une partie sur les trois qu'on laisse en jachère, donc on laisse se reposer pour que les minéraux que la terre se recompose de minéraux et qu'elle soit beaucoup plus riche l'année suivante. On ne faisait pas ça, on faisait plus ça, en fait, depuis le Moyen Âge. Puis donc, les sols vont commencer à s'épuiser. On en demande trop au sol du Bas-Canada. Et aussi le manque de terres cultivables. C'est que tout simplement la population augmente au Bas-Canada très, très, très rapidement. On se retrouve avec des terres dont le sol est épuisé. Et on se retrouve aussi avec des colonies, pas des colonies, mais des seigneuries qui sont surpeuplées. Alors, à force d'avoir des héritages aux fils aînés ou encore des censives ou des censives qui vont se séparer entre plusieurs fils, à un moment donné, bien, il n'y a plus de place. Il n'y a plus d'endroit où aller s'installer. Et donc, ça va provoquer des conséquences quand même assez graves au niveau de ce domaine agricole-là. Premièrement, bien, on va avoir dans les campagnes un certain appauvrissement. Donc, vu qu'à partir de 1830, durant la crise, peu d'agriculteurs, peu de censitaires, etc., donc, produisent assez. Ils vont produire assez juste pour nourrir leur famille, et même là, des fois, peut-être pas. Et donc, ces familles-là qui avaient pendant plusieurs années la chance de vendre des surplus et de s'enrichir de cette façon-là, ne le pourront plus le faire. Il y a aussi l'hiver. Hein. L'hiver, les agriculteurs vont quitter pour les chantiers forestiers et certains vont décider de totalement rester dans le domaine forestier, même au printemps et à l'automne. Donc, ça va être leurs fils, leurs femmes qui vont s'occuper de la terre et ça va créer certains problèmes rendus là. Et même, justement, les agriculteurs qui ne réussissent pas à produire assez pour nourrir leur famille vont être obligés justement de travailler durant l'hiver dans les chantiers forestiers pour avoir un revenu qu'on dit d'appoint. Et au final, qu'est-ce que ça va créer? Bien, vu qu'il y a des gens qui ne se trouveront plus de logis, vu que certains agriculteurs vont remarquer que leur terre ne produit plus assez, ils vont décider de la quitter et d'aller travailler dans des industries dans les grandes villes américaines au sud de la colonie. Avec le développement de l'exploitation forestière, avec les exportations de denrées agricoles jusqu'en 1830, à partir surtout du Haut-Canada, on se retrouve avec un bon ou un joyeux problème, c'est celui des transports. Alors, il va falloir participer à son développement. Pourquoi on se retrouve avec un problème? Bien là, imaginez. Alors, prenez la carte du fleuve Saint-Laurent. Imaginez que vous êtes un investisseur du domaine agricole au Haut-Canada et que vous devez transporter les denrées agricoles, les surplus, jusqu'à Montréal ou encore à Québec pour les exporter jusqu'à la Grande-Bretagne. Bien, c'est pas si facile que ça. Parce que si on part, par exemple, du village de York, on peut prendre le lac Ontario, remonter le lac Ontario, mais lorsqu'on veut passer du lac Ontario, du lac Erie au lac Ontario, on se retrouve avec un joyeux problème. C'est ce qu'on appelle les chutes Niagara. Les chutes Niagara, il n'y a pas un bateau qui peut passer par là. Parce que imaginez le bateau qui arrive en haut des chutes, qui décide de traverser, ben, il risque de se fracasser une fois rendu en bas des chutes. Donc, on se retrouve avec une cargaison perdue et tout un équipage.
Et donc, il était nécessaire de s'arrêter un peu avant, de débarquer toute la marchandise, de faire traverser cette marchandise-là sur les quelques routes qu'il y avait de disponibles dans ce coin-là, à l'aide de chariots notamment, tirés par des chevaux. Et on devait recommencer cette chose, cette façon de faire-là à chaque fois qu'on se retrouvait face à un obstacle. Et donc, le transport devenait difficile, devenait coûteux, parce qu'on devait justement transférer ces marchandises-là à chaque obstacle. Là, les obstacles ils pouvaient être multiples. Petit ravin, ça peut être un chemin qui était trop boisé, ça peut être, si on parle justement de la voie maritime du fleuve du Saint-Laurent, là, on parle de chute, on parle de rapide, notamment dans le coin de Montréal, ou encore dans le coin de Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois aujourd'hui, Valleyfield. Donc, c'était extrêmement difficile et coûteux et le transport était quand même beaucoup plus long de cette manière-là. Et donc, il fallait trouver des solutions. Et ces solutions-là, il y en a eu deux, en fait. La première solution, c'est celle qu'on va passer le plus de temps dessus, c'est le développement des canaux maritimes. Et le deuxième, c'est le chemin de fer. Le développement des canaux maritimes. Le développement des canaux maritimes va se faire dès le deuxième quart du 19e siècle, à partir de 1820-1825. Donc, en fait, qui va investir là-dedans? Alors, le plan des canaux va être fait et présenté au gouvernement du Bas et du Haut-Canada, notamment le gouverneur de l'époque. Et c'est très simple, ce sont des investisseurs, en fait, britanniques de Montréal, des investisseurs qui justement avaient des intérêts pour que le transport soit beaucoup plus facile à faire, notamment John Molson. Et on va arriver avec un plan de canaux, tout simplement, pour faire passer les bateaux par-dessus les obstacles auxquels on se retrouvait, notamment les chutes Niagara, les rapides de Beauharnois, on parle des rapides de la Chine, etc. Et ça, ce n'est que quelques-uns. Et donc, cette série de canaux-là, en fait, c'est quoi? En fait, un canot, c'est qu'on va creuser à même le sol un canal. On va creuser tout simplement d'un point d'eau à un autre point d'eau. Et c'est ce canal-là, une fois qu'on va l'avoir creusé, on va faire une paroi en pierre. Donc, soit de la pierre naturelle qu'on va concasser qu'on va entasser sur les côtés, ou tout simplement faire vraiment des murs plus de pierre concassée ou encore de ciment. Et à certains endroits, on va être obligé d'installer ce qu'on appelle des écluses, donc un endroit où on va pouvoir faire passer d'un bateau d'un niveau d'eau à un autre avec une série de portes. Donc des écluses, on en a à plusieurs endroits, notamment à Pointe-des-Cascades, dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Alors, ces canaux-là, ça va prendre du temps pour les creuser. On s'entend que ça va être fait à main d'homme, poulie, etc. Et ça va être très, 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 très difficile. Ça va demander des investissements très importants, autant de ces investisseurs britanniques-là ou de ces investisseurs canadiens-anglais-là, parce qu'on peut commencer à parler de Canadiens-anglais, que du gouvernement britannique. Et du gouvernement, bien sûr, bien, surtout du gouvernement colonial, soit du Bas ou du Haut-Canada. Alors, il y a plusieurs canaux qui vont être construits durant cette période. Le premier, c'est le canal de la Chine, celui qui est à Montréal. Alors, le canal de la Chine va être le premier à être construit, qui passe de l'est de Montréal et qui va franchir les rapides de la Chine et qui va permettre aux bateaux de continuer jusque dans la région de Beauharnois, Vaudreuil-Soulanges. Par la suite, on va construire le canal de Soulanges. Le canal de Soulanges qui va être le premier canal qui va traverser justement la partie des rapides de Beauharnois. Donc, qui va passer de Pointe-des-Cascades, qui va aller jusqu'à Rivière-Baudette et qui va permettre justement de passer cette région-là. Petit canal encore existant aujourd'hui sur le côté qui a une piste cyclable. C'est très, très, très bucolique comme endroit, mais c'est quand même un canal qui existe encore, que vous pouvez visiter, tout comme le canal de la Chine. Ensuite, on parle du premier canal de Beauharnois en 1830, du canal Rideau en 1832, qui va faire le pont entre Kingston et Bytown, ce qu'on appelle aujourd'hui Ottawa. Et on a aussi le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue en 1843. Donc, canal avec son écluse qui existe toujours encore aujourd'hui et qu'on peut visiter.
Alors, très, très, très bel endroit. Et donc, la conséquence de la construction de l'ensemble de ces canaux-là, c'est très, 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 très simple. Ça va favoriser justement un meilleur transport entre le Haut et le Bas-Canada pour l'exportation, mais également, ça va permettre justement le transport des marchandises vers les États-Unis d'Amérique. On va favoriser aussi le développement de nouveaux transports. Le chemin de fer, par exemple. Alors, le premier chemin de fer à être développé, c'est celui qui va relier Saint-Jean-sur-Richelieu à la rive sud de Montréal. Montréal, en fait. Donc, ça, c'est le premier chemin de fer. Chemin de fer qui va être financé justement par nul autre que John Molson. Et bien sûr, on va avoir également l'apparition du premier bateau à vapeur qui va être construit ici en Amérique. On parle ici de l'accommodation. L'accommodation va être construite en 1809 et financée entièrement des poches de John Molson. Ce bateau-là va servir à une chose, à transporter, la marchandise, mais va permettre aussi le transport de passagers. Et il va relier en fait la ville de Québec à la ville de Montréal. Combien ça prenait de temps à cette époque-là pour passer avec l'accommodation de la ville de Québec à la ville de Montréal? Bien, vous l'auriez deviné, 3 jours. Mais toutes ces infrastructures-là, les canaux, les nouveaux transports, combien ça coûte tout ça? Ça coûte extrêmement cher à cette époque-là. Que ce soit pour les travailleurs, les matériaux, etc. Et donc, les deux colonies, le Haut et le Bas-Canada, vont devoir fortement s'endetter. Mais laquelle va le plus s'endetter entre les deux? Entre 1820 et 1840, ben c'est le Haut-Canada qui va s'endetter le plus. 5 millions de dollars, c'est ce que ça va leur coûter pour construire l'ensemble des canaux qui se retrouvent sur leur territoire. Le Bas-Canada, lui, ben, comme vous pouvez voir sur le graphique, c'est pas grand-chose. Et voilà, c'est la fin de la capsule numéro 7 de Pas d'histoire sans histoire. J'espère que vous avez apprécié. Un petit pouce en l'air pour m'aider à bien comprendre. N'hésitez pas, hein, faites des commentaires s'il y a des choses que vous voulez qui changent, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines capsules, par les capsules qui sont déjà prévues. Bien, ça va être très, très, très intéressant de vous lire et peut-être même de vous répondre. Alors d'ici là, amusez-vous et on se revoit.